Fichier. Gaël, Je le fais sur mon ordinateur et voilà. Et on yes. fera une position ensuite. Je sais pas comment j'ai retrouvé ça, mais bon. Donc, voilà, voilà. Bon, vas-y Laurence. Bonjour à tous et à Sarah. Euh, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, donc moi je suis Laurence, je suis alumni Centrale Lille promo 2000. Quoi dire d'autre? Je suis bourguignonne d'origine. Depuis que j'ai eu mon diplôme, j'habite et je travaille à Paris et je travaille beaucoup. Enfin, je travaille essentiellement depuis plus de 20 ans dans la communication et le marketing, assez bizarrement, en étant passée par le monde de l'événementiel. Et je suis membre du conseil d'administration de Centrale Lille Alumni, ce qui me fait que parmi mon quotidien, j'essaye de développer pas mal d'actions avec les étudiants. Et donc, si je fais partie des deux personnes qui vont essayer de vous apporter des conseils ce soir, c'est parce que quand je disais travailler dans le marketing, notamment, ça fait 20 ans que j'accompagne des clients, puis maintenant la boîte dans laquelle je bosse, sur les sujets de marque employeur. Donc, la marque employeur, finalement, c'est la discipline qui vise à permettre aux entreprises de réfléchir à comment se faire identifier, se rendre désirable comme employeur. Et du coup, ça m'a amené à côtoyer beaucoup de directions RH. Et donc, on va essayer de partager ça sur le thème de ce soir. Voilà, ravi de passer la soirée avec vous. L'occasion de signaler que Héloïse nous a rejoint. Bonjour Héloïse. Et quelqu'un d'autre, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a rejoint entre deux, mais j'ai pas. Ah, je suis pas sûre. Non, bon. Voilà, voilà. Merci Laurence. Et donc, moi, je vais co-animer cette session et les suivantes, on en reparlera à la fin, avec Laurence. Moi, je suis alumni d'une promotion bien plus ancienne, 79, donc Centrale Lille 79. Je suis retraité depuis maintenant 2 ans. J'ai fait ma carrière chez ArcelorMittal, euh, en tout cas sur la fin de carrière. On va dire, j'ai fait ma carrière dans la sidérurgie. Voilà. Et ma deuxième moitié de carrière a été consacrée au domaine des ressources humaines. Et c'est pour ça que, pour des raisons différentes de Laurence, j'aurais également des commentaires à faire sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, eu égard à l'expérience que je peux avoir dans ce domaine. Je suis comme Laurence, maintenant membre du conseil d'administration de Centrale Lille Alumni. On a rejoint le conseil d'administration tous les deux il y a juste 1 an. Et donc tous les deux, on s'occupe en particulier des relations avec les étudiants à travers les différentes associations BDX, CLA et les associations. Voilà, donc ravi d'être parmi vous ce soir. Ravi d'accueillir les nouveaux dans les associations, en particulier euh, je pense à Sarah et à Alexis qui viennent d'être élus respectivement présidente du BDI et président du BDE de l'IG2I. Euh, c'est important de vous avoir parmi nous. On essaye, c'est un des sujets sur lesquels je travaille, on essaye de plus en plus d'intégrer Elitem et l'IG2I dans l'ensemble de nos actions. Ce qui est un poil plus compliqué pour l'IG2I parce que c'est pas sur place, c'est à Lens. Et deuxièmement, le CLA ne couvre pas le BDE de l'IG2I. Mais on a déjà pris quelques initiatives, on s'est déjà rencontrés et c'est très prometteur pour la suite. Voilà, Laurence, veux-tu? Alors, on peut peut-être donner quelques règles du jeu. Alors, j'avais coupé ma caméra parce que moi, je te vois tout figé, mais bon, c'est pas très important dans la mesure où c'est surtout ce qu'on va se dire qui va être important. Ce qu'on vous propose, c'est le déroulé suivant. Une première partie rapide sur laquelle
durant laquelle Jean-Pierre va revenir en ayant utilisé les slides que CLA avait projetés dans un amphi CLA il n'y a pas très longtemps, sur finalement les compétences que vous êtes en train d'acquérir ou que vous avez acquises au travers de vos expériences associatives. Et puis ensuite, on se dira quels sont un peu nos conseils pour que vous valorisiez ces expériences à l'écrit, donc c'est-à-dire dans un CV, dans une lettre de motivation. Et puis ensuite, comment le valoriser à l'oral, notamment lors des entretiens, etc. Euh, Évidemment, à tout moment, vous pouvez poser des questions. Le plus simple pour que ce soit un peu pas trop le bazar, c'est de les poser dans la discussion, par écrit. Et ce qui serait chouette, c'est que vous nous tutoyez, parce que voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa si on se tutoie et qu'on se prend pas la tête. Est-ce que tu es d'accord avec ces règles-là, Jean-Pierre? Oui, le tutoiement est de mise, si ce n'est de règle, dans le Central Lille Alumni. Et donc, je confirme ce dernier point. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma caméra, là. C'est tantôt figé, tantôt... là, c'est tout blanc, c'est ça? Allô, allô? Ouais, On, ouais, on c'est un a, peu particulier. on a Ouais, c'est l'impression que très tu es un bizarre. personnage de BD. Je crois qu'il faut que tu l'éteignes. Ouais. Hop. Mais c'est marrant parce qu'en la remettant en service, ça marche et ça disparaît au bout d'un moment. Ouais. OK. Voilà. On entre dans le vif du sujet. Ah bah oui, allons-y. Ne perdons pas de temps. Voilà, voilà. Alors, je vais partager. Voilà. Est-ce que on voit Oui. la présentation? C'est super. Ouais, très bien. Je vais la mettre en plein écran. Alors, Laurence l'a un peu dit tout à l'heure, j'ai volontairement copié le premier slide d'une présentation qui a été faite le 16 janvier par le CLA, donc à Villeneuve-d'Ascq. Une présentation que le CLA a organisée pour montrer au personnel de Centrale et à la direction de Centrale Institut la vie associative et ce que ça couvrait derrière. Alors, et en particulier, les associations qui ont présenté ont fait un travail qui m'a beaucoup intéressé, qui est l'identification des compétences acquises à travers ces responsabilités associatives. Et donc, c'est de ça qu'est partie un peu l'idée de cette rencontre de ce soir. Donc, dans un premier temps, ce que je vais présenter n'est rien d'autre que ce que vous avez identifié, vous les étudiants, vous les associations, comme compétences. Je compléterai ensuite par ma vision d'ancien DRH qui amène beaucoup de confirmations et quelques compléments. Voilà. Alors, j'ai regroupé, je n'ai pas repris texto les slides du CLA parce que il y en avait tellement que ça ferait beaucoup de choses, mais j'ai regroupé tout ce qui avait été affirmé en termes d'acquisition de compétences sur différents thèmes. Le premier thème qu'on retrouve dans beaucoup de présentations des associations, ce sont les compétences liées au management. Il y a bien sûr la gestion d'équipe dans les associations, le président, le trésorier, le secrétaire, etc., sont amenés à travailler avec des équipes, avec des membres des associations et également avec beaucoup d'autres selon les associations. Et ça, on est typiquement dans le rôle managérial qu'ont beaucoup d'ingénieurs et d'où l'intérêt de l'identification de cette compétence acquise. De la même manière, beaucoup ont relevé la notion de gestion de projet. Beaucoup d'associations sont amenées à prendre des initiatives, à lancer des événements.
Ces événements ne sont rien d'autre que des projets. On n'est pas dans le domaine de la technique en général, on est dans le domaine événementiel, mais en termes de gestion, on retrouve énormément de choses communes avec les projets que sont amenés à conduire les ingénieurs. Et derrière tout ça, on retrouve tous les aspects à la fois d'analyse de problèmes, de définition de projet, d'organisation du projet, de répartition des rôles, de planification, de suivi de ce planning. Je reviendrai tout à l'heure également sur les aspects budget, finances, etc. Voilà, donc la gestion d'événements, je viens de faire le lien avec la gestion des projets. Bien sûr, rien ne se fait seul, tout se fait en groupe, et l'animation de travail de groupe, ça rejoint un peu la gestion d'équipe, mais ce fonctionnement collectif est aussi considéré comme une compétence acquise. Ce que je confirme, parce que un ingénieur ne travaille plus jamais seul, ça n'existe plus, même sur des domaines très hyper techniques, pointus, etc. Il y a des interférences entre différentes matières, différentes équipes. Il y a des équipes qui contribuent à la réflexion, etc. Donc, on est dans le même sujet. A été relevé également, c'est lié au management et à d'autres choses également, la formation. Alors, la formation à la fois reçue et la formation donnée. Il y avait les deux aspects dans le relevé des compétences. Je crois qu'il y a eu le terme d'ailleurs, que je n'ai pas repris là, mais le terme d'enseignement pour les formations données. Est apparu également en complément du management, l'aspect stratégique. Alors, ça va dépendre bien sûr des associations, mais il y a derrière des réflexions stratégiques pour atteindre des objectifs. Comment faire, comment organiser le développement d'une association, la création d'une association, la réalisation d'événements, etc. Un point extrêmement important relevé également, la notion de leadership. Quand vous prenez la responsabilité d'une association, que ce soit comme président, comme trésorier, comme administrateur, comme secrétaire, etc., c'est une initiative que vous prenez individuellement pour être en position de leadership, pour assumer des responsabilités, endosser et assumer les responsabilités. Et donc là, on retrouve la compétence de leadership. Prise d'initiative, bien sûr, pour que ça bouge, il faut prendre un certain nombre d'initiatives. Voilà. Alors, en termes managérial et de leadership, tout ça est extrêmement important, me semble-t-il. Ensuite, j'ai mis un titre, le métier d'ingénieur, on pourrait en trouver d'autres, mais ont été relevés également, vous avez relevé les compétences en matière de rigueur, de sérieux, l'anticipation également. La gestion des risques a été identifiée, hein, toutes choses qui sont directement liées au métier d'ingénieur. Bon, la rigueur et le sérieux, bien entendu, la rigueur scientifique, mais également la rigueur d'organisation, la rigueur managériale. L'anticipation, bien sûr, je l'ai commenté déjà un peu au travers des projets, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il faut voir venir les coups autant que possible. C'est lié d'ailleurs à la gestion des risques. Imaginez quels sont les risques potentiels en amont, ça permet de les maîtriser autant que possible. Mais dans la gestion des risques, il y a également le fait qu'il y a malgré tout des événements imprévus qui arrivent, et il faut savoir les gérer avec le maximum de sang-froid, sans se laisser emporter par la difficulté, mais en surmontant ces difficultés. Je reviendrai sur ce point-là à titre personnel un peu plus tard. L'organisation.
vous avez relevé des points liés à l'organisation personnelle, la gestion du temps et encore une fois l'anticipation. Sur un aspect plus collectif, il y a évidemment l'organisation d'un groupe, l'organisation d'un événement, l'organisation d'un projet. La logistique, plusieurs associations ont relevé les compétences acquises en matière de logistique. Quand il y a un gala organisé, quand il y a un forum organisé. Alors le forum, la logistique, ça c'était quelque chose de grandiose d'ailleurs, donc beaucoup d'associations l'ont relevé. Également, la notion de contrat et de négociation. Je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure pour insister un peu plus sur ce point, mais là, l'un ou l'autre a relevé le fait que apprendre à établir un contrat, à le négocier, c'était aussi une compétence acquise. Et la gestion des interlocuteurs, ici a été relevée la gestion des clients. Je développerai un peu plus tout à l'heure. De mon point de vue, ça va au-delà de simplement la gestion des clients. Et puis, la gestion financière, la gestion de budget, c'est-à-dire quand on est responsable d'une association, on est aussi responsable d'un budget. Quand on organise un événement, on est responsable que ça reste dans les clous au niveau des capacités financières. Et ça fait partie des compétences indispensables pour l'ingénieur dans sa vie courante. Plus rien ne se fait sans cet aspect-là. Et ce n'est pas réservé aux financiers, c'est général pour l'ensemble des ingénieurs. Toujours sur un aspect très personnel, les compétences personnelles. Beaucoup ont relevé le fait que leur responsabilité associative avait permis de développer des compétences en matière de communication sous toutes ses formes. Et encore une fois, la communication, c'est pas simplement faire des flyers ou faire des posts sur LinkedIn, etc. C'est réfléchir à tout ce qui va permettre à un message de passer correctement, trouver les bons canaux, trouver les bonnes formulations, trouver le bon séquencement, etc. La prise de parole en public, ça, il est clair que quand on est en responsabilité, on est amené à prendre la parole, et ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident au départ, mais le fait de l'exercer dans une association, là aussi, constitue une belle acquisition de compétences. La gestion de l'urgence a été relevée. J'ai fait allusion tout à l'heure dans la gestion des risques, mais je l'ai remis ici. Voilà, il y a un événement, il faut réagir. Comment on fait pour, là aussi, garder la tête froide quand un événement se produit et comment on gère l'urgence avec le maximum de sérénité, ce qui permet de faciliter la solution du problème. Et la gestion du stress, c'est sûr que quand on organise quelque chose, il y a toujours une pression qui peut se transformer en stress. Et la gestion du stress, c'est ce qui permet d'éviter d'arriver à la situation de stress, justement au sens médical du terme, mais de pouvoir gérer le sujet, se donner les moyens de le maîtriser pour éviter d'en arriver à cet aspect stress médical. Ensuite, en termes de personnalité, j'ai vu passer tout un tas de jolis mots, mais qui sont extrêmement importants en termes de personnalité. La tolérance, l'empathie, l'ouverture d'esprit, l'enrichissement culturel, l'esprit critique. Donc voilà quelques beaux thèmes, et c'est avec ça que l'ingénieur devient une belle personne, et si ça peut s'apprendre dans la vie associative, on ne va pas se gêner. J'ai relevé également, pour être exhaustif, mais c'est moins le sujet d'aujourd'hui, des compétences techniques acquises, et ça dépend des associations. Bon, la gestion événementielle, c'est quand même assez général, mais les compétences en matière technique sur le matériel audiovisuel, bien sûr, la CAO selon les associations,
machine learning, mécaflux, réseau informatique. Là, on retrouve certainement des compétences qui sont plus liées à la junior entreprise ou à Réseau par exemple, pour réseau informatique et data et développement informatique. Donc, je passe plus rapidement sur cet aspect-là. C'est plus spécifique à des associations plus liées tournées vers la technique. Voilà, là j'ai repris Gaël tel que tu l'avais écrit avec tes collègues, la conclusion que vous avez tirée en matière de compétences, donc ça c'est le slide que vous aviez présenté, avec un référentiel de compétences qui m'a bien plu, hein, que vous avez défini, faire émerger, oser, concrétiser, créer de la valeur. Jean-Pierre, en fait, le référentiel des compétences, c'est celui de Central. Ah ben d'accord. C'est pas nous qui l'avons défini, mais du coup, c'est Central qui a défini pour élèves centraliens. D'accord. Bon. Et donc, mais on retrouve beaucoup de choses que je viens de décrire, enfin, que vous avez décrit et que je viens de reformuler. La conception de projet, de programme, le pilotage, la conduite, Attends, j'ai une... Qu'est-ce qui se passe là? Attends. J'ai une fenêtre qui s'est mise devant, là, j'arrive pas à lire le dernier mot. Se connaître, se construire, générer de la performance individuelle et collective, transformer son organisation, anticiper, s'engager, donner du sens, construire et pérenniser. La dernière phrase est la plus importante, 80% des compétences du référentiel peuvent être atteintes via les associations. Moi, je ne sais pas pourquoi vous avez été modeste, vous avez eu 80%. Moi, à mon avis, moi, je me retrouve dans l'ensemble du référentiel de compétences donc de Centrale à travers ce que vous avez Ouais, parce que justement, les 4 points là, c'est ceux qu'on se retrouvait dedans. Et il y en avait un dernier, je ne sais plus ce que c'était, mais qui ne correspondait pas. Et du coup, ça faisait 4 sur Ah oui, 5. d'accord. 3%, D'accord, 4 sur 5, d'accord. C'est le cinquième qui n'est pas repris là. OK. Bon, Gaël, puisque tu as ouvert ton micro, là, tu es le bienvenu pour commenter, puisque ça, c'est votre matière. Donc, c'est plus ta propriété et celle des associations. Des commentaires là sur ce que je viens de regrouper? moi, je suis en accord, étant donné que c'était ce qu'on avait présenté. Là-dessus, Oui, enfin, je Euh, pourrais avoir déformé certains points. Non, c'est pour ça juste que je t'ai repris en disant que c'était un épisode de Central et que c'est pas nous qui l'avions fait. Sinon, non. je vois dans la conversation que les deux Maximes soulignent que le public avait ri à l'évocation du fait que 80% finalement de l'apport du cursus peut être fait dans les associations. Oui. Ce qui défend un peu moins l'idée d'aller en cours, mais c'est pas grave. Bon, cela dit, alors, je vais vous citer un point qui m'est arrivé pendant ma formation, donc à l'IDN à l'époque, avant que ça devienne Centrale Lille. Moi, j'avais eu l'occasion avec deux collègues d'organiser le gala de l'école. Et il se trouve qu'on était un peu fous et on s'est pris l'idée d'organiser le gala à l'Opéra de Lille et de faire venir un chanteur prestigieux et d'organiser une soirée très classe dans le foyer de l'Opéra de Lille, etc. C'est quelque chose qui ne s'était jamais fait, la privatisation de l'Opéra de Lille. Et donc, on a galéré pendant un an, il a fallu surmonter tous les obstacles, toute l'administration l'administration, les politiques, etc., qui nous disaient bah, non, c'est pas possible, etc. Et on a réussi à surmonter tout ça, y compris le dernier, on a cru que là, vraiment ça n'allait pas passer, les pompiers qui ont dit ah ben non, ça s'est jamais fait, donc c'est pas possible pour la sécurité. Bon. Ça a été un vrai succès. Et donc Robert Bossu, alors Robert Bossu, vous le connaissez à travers une des salles de réunion là, de l'école centrale qui s'appelle Robert Bossu. Il était le directeur de l'école centrale de l'IDN donc à l'époque. Et Robert Bossu nous a pris dans son bureau l'équipe d'organisation une semaine après l'organisation du gala et nous a dit ouais,
même si moi, je disais Robert Bossu, je suis prof de mécanique et je défends l'importance des cours, etc., je tiens à vous dire que ce que vous avez fait là est, en termes de formation, tout aussi important que l'ensemble des cours techniques qu'on peut vous délivrer. Donc, voilà un commentaire par rapport à ce que tu relevais, Laurence, et les interventions. Alors, il faut pas oublier de bosser quand même sur les cours, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais cette acquisition de compétences est quand même quelque chose qui est très important et reconnu. Et toute ma carrière, je me suis toujours souvenu de cette affirmation et je l'ai vécu, je vais en parler sitôt après, dans ma vie de DRH ensuite. Oui, je confirme. Moi, quand j'étais à l'école, le directeur s'appelait Jean-Claude Gentina. C'est celui qui a transformé l'IDN justement, de sorte à intégrer le groupe des écoles centrales, à devenir une école centrale, à créer l'IG2I, à créer l'ITEM. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup. Et je me souviens très bien que dans le discours d'arrivée de la nouvelle promo, il était très explicite chaque année en disant, voilà, vous pouvez être major de promo dans toutes les matières, c'est formidable, mais si vous ne vous investissez pas dans les associations, vous aurez raté un truc. Donc, bravo à vous tous qui êtes autour du micro. Le message perdure, même si je suis pas sûre qu'aujourd'hui ça a aussi fortement porté par l'administration, mais c'est un autre sujet. Euh, Justement, moi, ça m'intéresserait éventuellement que chacun dans la conversation vous indiquiez pour vous quelle est celle des compétences qui ont été évoquées par Jean-Pierre ou une autre, que vous avez l'impression d'avoir le plus développé ou de développer le plus grâce à vos expériences associatives, parce que souvent on est cumulard dans le domaine et on n'est souvent pas exhaustif, enfin voilà, pas exclusif plutôt sur une seule association. Donc voilà, si ça vous dit d'écrire ça dans le chat, et éventuellement d'ouvrir le micro pour réagir. Donc Gaël vient de réagir, management d'équipe, prise de décision, gestion du stress, oui. Des trucs assez classiques qu'on ne voit pas forcément en théorie à Centrale. Alors, il y a pas de... S'il y a le MOOC de Rémi Bachelet qui, on le critique pas mal, mais est finalement pas si mal. Mais vu trop tôt en géant, on s'en fout un peu du MOOC de Rémi Bachelet. Non, mais faut dire ce qui est. Finalement, c'est en G2 ou en G3 que tu te rends compte qu'il y a des trucs qui n'étaient pas si nuls ce qu'il disait. Mais du coup, c'est voilà, c'est pas des... On n'a pas de cours sinon sur la prise de décision, sur la gestion du stress, et ça, il n'y a que l'obstétrique qui peut apporter. Mm. Ouais, au passage, sur la gestion du stress ou la prévention du stress, moi j'ai l'occasion, il y a une dizaine d'années, de travailler sur le sujet au niveau du siège parisien d'ArcelorMittal. Et c'est vraiment un sujet sur lequel il y a des choses à apprendre pour justement le prévenir. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut que ça soit dans les cours ou pas? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'on... Ah, Guilhem, vas-y. Vas-y. Hello, hello. Je ne sais pas si tu voulais intervenir, Guilhem, j'ai vu que tu as enlevé ton Vous micro, m'entendez ton ou mute. pas, là? Ah, là, on t'entend. Oui, on t'entend. C'était un problème des micros. Moi, j'aurais dit de plus faire émerger, oser, concrétiser et créer de la valeur, parce que dès qu'on veut organiser un événement ou quoi que ce soit, il faut faire un maximum de réunions pour pouvoir réussir à trouver quels sont les problèmes, etc., quelles sont les problématiques, et puis et se jeter dans l'eau ensuite pour faire tous ces événements-là. Yes, merci. D'autres contributions? Maxime? Oui, donc effectivement, je pense que c'est plutôt tout ce qui est prise de responsabilité, être capable de gérer son équipe et de prendre des décisions qui peuvent être parfois compliquées. Essayer de rester un minimum, un maximum plutôt raisonnable, surtout quand on doit gérer du budget. Oui. Je vois ce à quoi tu fais allusion en parlant de rester raisonnable. Ouais. Arthur, peut-être? Ouais. Après, moi, en fait, je voulais surtout aussi dire, c'est que nous, au niveau de l'IG2I, vu qu'on est assez éloigné, on est assez entre nous, tout ce qui est communication, en fait, c'est pas inné, mais
Bah, pour nous, c'est pas grand-chose. Et en fait, c'est plus au niveau associatif, le contact vers l'extérieur, vers d'autres personnes, des entreprises, tout ça, pour pouvoir organiser des événements. C'est plus ça qui a été, d'une façon qui m'a été bénéfique, on va dire, au niveau des assos. Ok, merci. Ouais. Ouais, je vais revenir sur ce point-là tout à l'heure. Et est-ce que vous avez le sentiment, parce que finalement c'est le sujet de notre échange, est-ce que vous avez le sentiment de réussir à valoriser justement ces compétences que vous avez acquises au travers des assos? Ou vous dites que vous avez du mal à en parler, ou vous savez pas trop à quelle hauteur le valoriser par écrit? Enfin, Bah, finalement, c'est un peu si, la question de qu'est-ce que vous attendez de nos conseils aujourd'hui? si je peux intervenir dessus, justement, c'est peut-être plus compliqué de le valoriser vis-à-vis de l'administration, comme on est tous au courant, mais en externe, sur les CV ou en entretien, la plupart des différents RH peuvent se reconnaître dans telle ou telle association de son école. Et pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes à mettre ça en valeur. Il faut pas avoir peur de l'afficher, en tout cas. En effet. Et il y a un autre avantage, c'est si jamais l'entretien s'oriente sur ce sujet, c'est en général quelque chose qu'on connaît bien et qui était globalement positif, donc c'est plus facile d'en parler peut-être aussi. Ouais. Là aussi, Oui, mais justement, quand l'entretien il va pas dans ce sens-là, moi j'ai un peu du mal à commencer à évoquer toutes les associations que j'ai faites, tout ça, parce que je sais pas dans quelle mesure la personne en face de moi a envie que, enfin, soit je parle de ça ou je parle plutôt de mon cursus, des cours à Centrale, etc. euh, alors, j'en parlerai tout à l'heure. Il Yeah. y a Sarah qui avait ouvert son micro aussi. On prend note, Oui, hein, Guilhem, de tout ça. Pardon, vas-y, Sarah. non, non, moi c'était juste, enfin, c'était pour dire que oui, parfois, quand on a des entretiens, etc., on va pas, enfin, moi, personnellement, je vais pas forcément oser parler de ce que je fais comme association ou quoi, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop s'ils connaissent tout ça. Est-ce que ça fait pas un peu arrogant aussi d'arriver et dire oui, bonjour, je suis président de machin, j'ai fait tel asso, etc. Alors qu'en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est plus comme enfin oui le cursus ou enfin ce qu'on va faire dans notre école, etc. Donc c'est vrai que je trouve que c'est assez difficile de savoir s'il faut le dire ou pas, à quel moment, est-ce que c'est vraiment important dans la discussion. Donc voilà. Ouais. Bon, C'est une bonne transition, Jean-Pierre, tout ça, je, vas-y. je te remercie de ce commentaire, Sarah, parce que c'est vraiment un sujet et tu as dit un certain nombre de choses très pertinentes. Laurence, juste avant de revenir sur ce sujet-là, je voudrais compléter la présentation que j'avais faite tout à l'heure par quelques commentaires plus personnels. Moi, comment j'ai observé les associations fonctionner et des points peut-être un peu complémentaires à ce qui a été formulé explicitement par les étudiants. Je vais faire ça assez rapidement. L'engagement personnel, l'implication. Ça, c'est une compétence personnelle qui est importante. Le fait de se lancer, le fait d'y aller, le fait de prendre les responsabilités est quelque chose pour moi d'essentiel en termes de compétences. La prise de responsabilité, alors ça a été évoqué, mais le fait d'oser passer en première ligne, oser, c'était dans le référentiel de Centrale, hein, le mot y était. Le fait d'oser passer en première ligne, le fait d'oser se présenter comme président d'une association, comme trésorier d'une association, le fait d'oser se lancer dans des projets ou des événements plus ou moins improbables, ça c'est également un point que je tenais à souligner. J'ai noté un point, moi, en termes de maturité. C'est sûr que le fait de se lancer à vos âges dans des prises de responsabilité, c'est un moyen de développer fortement votre maturité. Parce que ce que vous faites
comme responsable d'association, il y a beaucoup de vos collègues qui le font pas au même âge ou qui vont attendre d'être plus âgés pour pouvoir prendre des initiatives, etc. Et ça, c'est un atout considérable de gagner en maturité à travers cette prise de responsabilité. Le fait d'affronter les difficultés, on en a parlé un peu tout à l'heure à partir du stress, etc. Mais moi, j'insiste là-dessus parce que le fait d'identifier les difficultés, de l'analyser, de rechercher les solutions, de les mettre en œuvre, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement formateur. Alors, il est pas là ce soir, mais j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup là-dessus avec Johan Delphane, qui était le président du BDE d'IG2I, qui s'est retrouvé avec le BDE devant une problématique considérable sur le séjour au ski, où il y avait eu un plantage de date par les équipes précédentes, et ils se sont retrouvés avec un engagement financier gigantesque qu'il a fallu gérer et surmonter. Johan me disait que lui et toute l'équipe qui avait eu à gérer ça avait gagné beaucoup en compétences à travers le fait de devoir surmonter ces difficultés. Donc les difficultés, voire les échecs que vous pouvez affronter sont des éléments de compétence. Alors, gestion de projet, j'ai fait mes commentaires tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus, et gestion d'équipe. Alors, gestion d'équipe, c'est quand même assez large, hein, parce que gestion d'équipe, c'est l'organisation d'une équipe, c'est identifier les talents, identifier les compétences, répartir les rôles en fonction de ces compétences, et assurer un suivi, voire un recadrage quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément bien dans une équipe. Et puis, la négociation, rechercher un consensus ou une solution au sein d'une association, aligner tout le monde, c'est de la négo. Négocier avec les partenaires, l'école, les alumni, ça a été cité tout à l'heure, négocier avec les entreprises en vue de partenariat ou en vue de collaboration, c'est aussi quelque chose qui s'apprend et qui sert tout le temps derrière. Et puis la négociation avec les fournisseurs. Voilà, c'est quelques points sur lesquels je voulais insister et compléter ce que vous aviez dit. Des questions, des commentaires là-dessus? Je crois que Pas Gaël a dit que tout allait particulièrement, bien. C'est ça. Ok, donc Laurence, on peut passer à l'étape suivante sur laquelle tu me lançais tout à l'heure. Comment valoriser ça concrètement? Voilà. Ouais. Alors, un premier aspect, c'est à l'écrit. Effectivement, il faut pas être timide sur le sujet. On va vous marteler ça, hein, y compris à l'oral. On complétera pour répondre aux interrogations de Guilhem et Sarah notamment. Mais dès l'écrit, il ne faut pas être timide sur le sujet. C'est-à-dire que peut-être il faut qu'on reparte à l'inverse, Jean-Pierre, et qu'on explique, Ouais. que tu expliques avec ton regard et je compléterai avec le mien, la manière dont un recruteur lit un CV et comment il fait un peu le tri dans des profils qui se ressemblent. Alors, la lecture d'un CV, en fait, il y en a deux. Un CV va être analysé par les futurs hiérarchiques de la personne à recruter, plus sur les aspects techniques, professionnels, etc. Mais pas que. Et du côté RH et du côté des directions qui vont lire les CV, et ceci sera encore plus valable, j'y reviendrai après, dans les entretiens, c'est tout le reste qui va être important. C'est, tiens, celui-là ou celle-là, ah non, tiens, elle a fait des trucs, c'est original ça. Ah ben tiens, certainement qu'il y a quelque chose derrière en termes de personnalité. Et même si ça n'a pas
rapport direct avec le poste, ça va exprimer une personnalité, ça va exprimer des compétences, ça va exprimer une disponibilité, une volonté, etc. C'est pour ça que ça doit être visible. Alors, concrètement, pour avoir vu des tas de CV dans lesquels on explique en long, en large et en travers les stages effectués, les compétences techniques acquises. Alors, après, plus tard, c'est pas pour les débutants, mais dans la carrière, les postes occupés, etc. Tout ça est toujours très, très bien traité. Il n'y a pas de souci. En revanche, j'ai vu dans l'immense majorité des CV, malheureusement, en tout petit dans un coin, des éléments sur l'une ou l'autre association. Et j'ai vécu une multitude d'entretiens dans lesquels, dans la discussion, on découvre que le candidat a fait des tas de choses qu'il n'a pas mis. Et à chaque fois, j'ai toujours le commentaire. C'est un peu ce que disait Sarah. Ah oui, je n'ai pas osé le mettre, je ne pensais pas que c'était intéressant, etc. Et donc, l'ancien DRH que je suis vous recommande, au niveau de l'écrit dans le CV, de rendre visible les responsabilités associatives que vous pouvez avoir eues. Alors, on parle ici de celles acquises dans le cadre de vos associations au niveau des écoles. Hein. Il peut y en avoir d'autres. Ce que je dis est valable aussi pour d'autres. Hein. Le fait d'avoir fait du scoutisme, le fait d'avoir fait je ne sais pas quoi, d'avoir été membre d'une équipe de foot, capitaine d'une équipe de foot, entraîneur, etc. Tout ça, il faut le faire apparaître. Pourquoi ? Alors, premièrement, parce que à compétences techniques identiques, c'est là-dessus que va se faire la différence en termes de personnalité. Et beaucoup d'employeurs vont privilégier un profil individuel justement actif, qui prend des initiatives, qui fait des choses, plus qu'un autre qui a l'air d'être un bon expert dans son domaine, mais qui a une personnalité un peu plus plate. Donc c'est ça vraiment qui fait la différence. Et donc ça vaut le coup de le mettre en évidence dans le CV pour que derrière, ça puisse faire l'objet d'une reprise ou d'une discussion dans les entretiens. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Il faut que ça donne envie d'en savoir plus dans les entretiens. Le détail sur les formations universitaires, dans les entreprises en général, on fait confiance aux écoles. Un diplômé d'IG2I, s'il est diplômé IG2I, c'est qu'il a suivi son parcours et donc il est réputé avoir les compétences techniques de base délivrées par l'école. Idem pour l'ITEM, idem pour Centrale. Donc, ce n'est pas la peine de développer cette... enfin, il faut pas la développer trop, cette partie-là. Par contre, les aspects plus personnels et associatifs, il faut les mettre. Alors, Sarah dit quelque chose de très juste tout à l'heure. Il ne faut pas que, malgré tout, que ça paraisse arrogant. Il faut rester modeste. Donc là, il y a un petit équilibre à trouver. Il faut être astucieux pour que ça figure, mais sans que ça soit que ça paraisse prétentieux. Oui, moi j'étais président du BDE, etc. Quoi. Donc il y a des façons de le mettre, il y a des façons de l'écrire qui donnent envie d'en savoir plus. Et c'est là où ça prend toute sa richesse, c'est quand celui qui gère l'entretien derrière va dire bah, tiens, parle-moi un peu de ça, j'ai vu ça, dis-moi un peu plus. Alors, j'en viens à l'entretien. Dans les techniques d'entretien côté candidat, hein, il faut trouver le moyen à un moment d'orienter le débat vers ces sujets-là, ces sujets qui font la différence. Alors, ce n'est pas toujours évident, il y a des fois où on n'y arrive pas, mais si, en ayant réfléchi à l'avance, on arrive à placer le fait que, oui, tiens, d'ailleurs, dans ma responsabilité de, je ne sais pas quoi, président, machin, j'ai eu l'occasion de découvrir, etc. Donc, on glisse un petit message
Et normalement, le gestionnaire de l'entretien va rebondir là-dessus. Tiens, explique-moi, dis-moi un peu plus, etc. Et une fois qu'on a réussi à amener le sujet, alors c'est des sujets par définition sur lesquels vous êtes facile parce que vous avez vécu pendant 1 an, 2 ans et quelquefois plus pour d'autres associations dans l'association. Vous connaissez le sujet par cœur et vous êtes capable de tenir la discussion pendant un bon moment. Et si l'entretien, si une partie significative de l'entretien peut se dérouler sur vos sujets sur lesquels vous êtes à l'aise et vous avez des choses à valoriser, ça c'est gagné largement. Donc, d'accord avec Sarah, c'est pas toujours facile de mettre sur le tapis, selon la personne, mais si on y arrive, c'est tout bénéfice. Alors après, il y a moi j'ai fait des centaines d'entretiens d'embauche en particulier, ou d'entretiens de développement de carrière, bien sûr, comme manager et comme DRH. Moi, systématiquement, c'est moi qui, menant l'entretien, me suis débrouillé pour amener le candidat sur ces sujets-là. Parce que je pense que c'est là-dessus que le choix doit se faire préférentiellement. Donc, dans ces cas-là, ça vient tout seul, mais tout le monde ne réagit pas comme moi, et il y a des cas où il faut l'amener. Je vous donne un exemple concret. Moi, j'avais coaché mon fiston qui a fait une école de management, qui n'était pas hyper confortable dans l'aspect académique, mais qui avait fait beaucoup de compétitions, en particulier en cyclisme. Et j'avais travaillé avec lui sur le fait d'amener ce sujet dans la conversation. Et effectivement, dans un entretien qu'il a mené et qui a fait qu'il a été embauché, il a branché ses interlocuteurs sur le sujet et pendant 20 minutes, il a parlé de compétition et tout en s'étant préparé à faire la transposition entre cet esprit de compétition avec justement l'engagement dans l'entreprise, la recherche de la performance, etc. Bon, voilà un exemple personnel qui illustre concrètement ce que je viens de dire. Donc, cette transposition des compétences acquises dans le management sur le métier d'ingénieur, et vous avez vu qu'on vient de le faire, hein, là, dans la présentation telle que je vous l'ai faite, je vous ai transposé un certain nombre de choses à différentes reprises. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Sarah, est-ce que ça répond à ton questionnement, et les autres sont les bienvenus aussi pour en parler. Oui, moi, ça répond totalement à mon questionnement. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir si la personne en face est... Enfin, si c'est le genre de personne à qui on peut en parler, etc. Mais c'est vrai que, oui, il faut toujours trouver une certaine tournure pour l'aborder. Mais oui, ça répond à ma question. Dans le pire des cas, Sarah, ça ne mord pas en face et puis tu passes à autre chose. Hein. Donc, il y a zéro risque à essayer de le placer. Oui, c'est vrai. Alors, en c'est complément toujours un peu d'ailleurs, intimidant, je veux dire, pendant les entretiens, d'essayer de... Enfin, si jamais on est déjà un peu stressé d'avoir un entretien, etc. Et en plus de se dire, OK, là, il faut que je dise ça, mais à quel moment, etc. Mais c'est vrai qu'en soi, on peut toujours se débrouiller pour trouver le bon moment, etc. Mais voilà. Mais ça se prépare, Sarah. Oui. Ça se prépare. Effectivement, si tu vas en impro... Oui, non, bien sûr. Par contre, si tu as réfléchi avant en disant, il faut absolument que j'arrive à placer ça, ça et ça. Et voilà la façon dont je pense pouvoir l'accrocher, etc. Là, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Il y a un peu de travail de préparation pour définir un peu la stratégie d'entretien. Ouais, puis un entretien effectivement, d'embauche, c'est bipartite, hein, c'est pas que l'entreprise qui a la main, le candidat a la main aussi. Ouais, c'est vrai. Laurence, je t'ai coupé, excuse-moi. non, pas de problème. Effectivement, comme le disait Jean-Pierre, l'entretien, c'est comme plein de choses. Il faut s'entraîner pour être bon. Sinon, les premiers, on est
on est relativement médiocre, quoi. Donc, il faut se préparer un peu, savoir ce qu'on a envie de placer. En complément de ce que disait Jean-Pierre, moi, je peux vous assurer, et ça, par contre, il faut que vous en ayez la conviction absolue, que le sujet intéresse tous les recruteurs, mais à un point qui est phénoménal. Moi, quand j'ai commencé à travailler en marque employeur, donc à accompagner des DRH, des recruteurs, des responsables marque employeur, des responsables relations école, enfin exactement les profils de non opérationnels que vous croisez à l'école, au forum, etc. C'était donc il y a plus de 20 ans. Et à l'époque, c'était pas très bien perçu de parler de marque employeur. Heu et depuis, il y a eu une transformation qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si vous vous intéressez un peu au sujet, que vous lisez des articles, et cetera, vous verrez que et en l'occurrence, c'est complètement le reflet de la réalité, les recruteurs accordent autant, voire plus d'importance aux soft skills, qu'aux hard skills. Donc les hard skills, c'est effectivement tout le background, technique, les compétences, que vous aurez acquises surtout dans une école d'ingé, Dieu sait si c'est du hard. Par contre, les recruteurs, comme le disait Jean-Pierre, hein, ils font confiance à l'étiquette qui est sur le CV. Donc, vous avez un diplôme, ITEM, IG2I central. Bon, bah, ça veut dire que puisque vous avez eu votre diplôme, ça c'est bon, c'est validé, vous savez faire, zou quoi. Mais ce qui va vous différencier les uns des autres et ce sur quoi les recruteurs vont apporter de l'attention, c'est vraiment cette histoire de soft skills. Et quand je parle de soft skills, c'est pas la petite liste de quelles sont mes passions. Bah, j'aime la photographie, j'aime le rap de new-yorkais des années 80, etc. Ça pour le coup, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour un recruteur, sauf si vous avez une passion qui est vraiment euh, complètement atypique. Et là, c'est rigolo en tant que recruteur de creuser et de vous poser des questions. Mais si, comme tout le monde, vous aimez le cinéma, la musique et les voyages, autant vous dire que le recruteur en face, il s'ennuie parce qu'il y a aucune aspérité sur laquelle il peut s'accrocher pour poser des questions. Donc, ayez bien la conviction que tous les sujets de vos expériences associatives, tout ce qui va vous faire de vous une personne et pas seulement un diplôme, bah, ça va être tout à fait attendu de la part des recruteurs. Moi, je l'ai vu parce que j'ai accompagné des dizaines de clients différents, que ce soit de la grande distrib avec des gens comme Auchan, que ce soit Aéroport de Paris, que ce soit beaucoup de boîtes techno, enfin, tous, ils s'intéressent à ça. Et en plus, c'est quelque chose qui, après, dans le parcours, est très important pour eux en termes d'identification de talent, puisque depuis on va dire une quinzaine d'années, il y a des programmes au potentiel qui sont de plus en plus structurés. Donc les programmes au potentiel ou IPO en raccourci, ça consiste en quoi? Ça consiste à ce que dans l'entreprise, les RH, les managers puissent repérer finalement les futurs membres du COMEX, du CODIR ou du top management de demain, en se disant, bah, voilà, si j'ai repéré ces personnes-là, bah, on va ensuite les accompagner avec tout un programme de formation spécifique pour les faire grandir et puis pour être sûr qu'ils ne partent pas chez un autre employeur à la concurrence et tout ça. Et là aussi, dans ces programmes au potentiel, c'est les soft skills qui font la différence, parce que c'est quasiment toujours ça qui va faire le potentiel de la personne. Et derrière ces potentiels, il y a souvent la notion de prise d'initiative, de leadership, d'intrapreneuriat, qui est un terme très à la mode dans beaucoup d'entreprises. Intrapreneuriat, finalement, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise qui a le souhait que elle puisse réussir à garder en interne des gens qui, sinon, iraient entreprendre par eux-mêmes, créer leur propre boîte. Et donc, les entreprises ont besoin d'avoir des états d'esprit d'intrapreneurs, donc d'entrepreneurs à l'intérieur d'une entreprise pour que les entreprises se questionnent, se renouvellent, se transforment, enfin, pour faire tout ce que les entreprises devraient faire. Et donc tout ça, ça se retrouve encore une fois dans toutes les compétences que vous avez acquises au sein de vos expériences.
pour aller plus loin que ce que disait Jean-Pierre, dans votre CV, après, c'est à vous de choisir. Soit vous faites une rubrique formation et expérience pro, et vous faites une autre rubrique expérience associative, et puis parce que vous en avez, par exemple, plusieurs à mettre en avant. Soit vous avez le culot, et personne ne le prendra mal, d'intégrer finalement vos expériences associatives dans votre expérience professionnelle. Et si un recruteur vous questionne là-dessus, eh ben, osez le dire, osez l'assumer en faisant justement ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire le parallèle entre les compétences que j'ai acquises dans mes expériences associatives. Demain, je vais forcément les mettre à l'épreuve de ma vie professionnelle, pouvoir m'appuyer dessus et continuer de les développer. Un autre élément hyper important, c'est que n'hésitez pas à parler de vos échecs associatifs. Parce que certains d'entre vous avaient peut-être été membres de listes, avaient peut-être listé sans être élus. Ouais, c'est le principe d'une compétition et d'une élection, c'est qu'il y a des gens qui sont élus et il y a des gens qui ne sont pas élus. Et pour autant, avoir listé, là aussi, c'est une compétence. Et c'est hyper bien perçu par les recruteurs de savoir expliquer, de savoir valoriser voilà, cette expérience de liste, parce que vous avez rassemblé une équipe, vous avez fait partie d'une équipe, vous avez rassemblé des partenaires, vous avez conçu un positionnement, une campagne, etc. Et puis peut-être même que vous avez analysé pourquoi vous n'avez pas gagné, pourquoi c'est d'autres qui ont gagné. Donc ça, n'hésitez pas à le... C'est pas parce que vous n'avez pas été élu qu'il faut passer sous silence cette phase-là, c'est hyper important. De la même manière que vous n'êtes... Là aussi, c'est peut-être un moyen de contourner le risque d'arrogance. C'est que posez-vous des questions sur ce que vous avez réussi dans votre expérience associative et ce que vous avez raté. Parce que on est tous pareils, hein, on ne fait jamais rien de parfaitement. Donc, qu'est-ce qui a péché dans votre expérience associative? Pas forcément de votre responsabilité, mais ça peut être de la cohésion d'équipe qui n'a pas toujours été au top, ça peut être des échecs sur certaines actions, sur certains événements, sur la communication qui aurait pu être mieux. Enfin, c'est jamais tout rose, c'est jamais tout noir. Et là aussi, cette maturité dont vous ferez preuve en ayant un bilan nuancé de ce que vous avez fait, ça va vous démarquer indiscutablement d'autres candidats. Pour vous donner un exemple de jusqu'où on peut aller, donc moi j'ai beaucoup recruté, enfin j'ai beaucoup accompagné des clients sur leur méthode de recrutement, sur la manière dont ils analysaient les CV, etc. Et j'ai aussi beaucoup recruté pour une boîte enfin pour une agence de communication que j'ai montée et que j'ai co-dirigée pendant plus de 15 ans, puisqu'on était 4 au début et à la fin on était 150, donc on a recruté beaucoup de monde. Et en fait, il y a eu un moment où on s'est arrêté de regarder les CV dans les candidatures et on regardait que les lettres de motivation. Pourquoi? Parce que donc on faisait du marketing et de la com et qu'il y a, je sais pas, des milliers de formations en marketing et com, et que contrairement, enfin c'est peut-être plus facile côté école d'ingé de faire des classements et de les avoir tout en tête, mais côté market et com, il y a de tout partout, des trucs super, des trucs pas terribles, et puis à l'intérieur d'un truc super, des fois il y a des diplômés pas terribles et inversement. Donc, finalement, à un moment, on s'est dit, on va arrêter de se prendre la tête à se demander quand on regarde un CV quelle école est mieux qu'une autre. Et pour sélectionner qui venait en entretien, on lisait que la lettre de motivation. Et du coup, la lettre de motivation qui nous accrochait, c'était parce que justement la personne réussissait à faire transparaître ses spécificités, son caractère, son expérience, notamment associative, enfin toutes les aspérités de son profil. Et je vous engage à travailler vos lettres de motive aussi pour que, quand vous avez besoin d'en faire, hein, tous les employeurs n'en demandent plus, mais si vous avez besoin d'en faire, mettez de vous dedans, quoi. Ne vous contentez pas d'être lisse et de caresser dans le sens du poil l'employeur, mais faites en sorte de faire émerger aussi vos propres atouts, y compris sur les aspects associatifs. Je crois que ça vaut vraiment, vraiment le coup de, voilà, de
comment je dirais, de se différencier, ouais, sur tous les outils de votre candidature, que ce soit le CV, que ce soit votre profil LinkedIn, que ce soit la lettre de motif s'il y en a une, le mail d'accompagnement du CV s'il y en a un, la zone commentaire, la mini vidéo de 10 secondes. Enfin, essayez à chaque fois d'être vous et de profiter de vos atouts. Oui, Laurence, tu as raison de parler de la lettre de motivation. Ça, c'est l'outil idéal pour justement faire cette transposition entre votre expérience associative et des compétences requises pour le poste ou des arguments pour le poste auquel vous postulez. Alors effectivement, il n'y a plus forcément une lettre de motif, mais ce que vous pouvez faire aussi, parce que moi je le pratique moi-même, puisque ces dernières années, il m'est arrivé de faire quelques candidatures, c'est en fait de garder en haut de votre CV allez, 1/5 de la surface pour faire une espèce de petite intro rédigée. Et cette intro rédigée, elle est jamais la même d'une candidature à l'autre. Parce que justement, c'est dans ces 6 lignes que je vais accrocher le recruteur en expliquant pourquoi le poste qu'il propose, il est pour moi. Et moi, je suis encore plus perfide que ça. Je change le titre du CV, je change l'ordre des éléments pour coller le plus possible. Et je mens jamais, hein, je ne transforme pas mon parcours, mais juste je mets en exergue les arguments qui sont les plus porteurs en fonction du contexte et du job. Donc même sans lettre de motivation, il y a aussi offrez-vous cette liberté de faire quelques phrases pour vraiment montrer que vous avez compris et vraiment montrer pourquoi votre profil est le bon. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus, ça, et c'est très bien. Ce petit encart en haut à gauche, voilà pourquoi vous devez lire mon CV. Exactement. Et plus si affinité. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous pose question? Au contraire, vous vous dites, oh là là, ils nous racontent n'importe quoi, les alumni. Non, ça va, c'est clair. Non, super intéressant du coup d'avoir le point de vue de l'autre côté. Nous pensons on a juste été de ce côté-là de l'entretien. Mais tant mieux si on considère que l'expérience associative, c'est important. Euh, c'est cool. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions issues de votre propre expérience, justement, dans les entretiens que vous avez pu avoir, de questions qui vous ont gêné, alors par rapport à vos expériences associatives ou par rapport à d'autres choses, hein, mais Dans les recherches de stage, là, vous n'avez jamais eu l'occasion d'être confronté à cet aspect, justement, hors directement professionnel, non? Si, moi, j'utilise beaucoup mes expériences dans la vie associative ou dans le scoutisme pour mon CV, mes entretiens. Notamment, je trouve au début d'école où on n'a encore aucune expérience professionnelle. Donc, il faut bien remplir le CV, il faut bien avoir des choses à dire et des expériences à raconter. Oui, oui. Alors, c'est plus que pour remplir le CV, comme on l'a expliqué. mais oui, bien sûr, ça laisse plus de place sur le format A4 pour parler de ça, oui. ce que tu dis, Héloïse, est hyper important. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on est en G1, qu'on cherche son stage G1, qu'on n'a rien à mettre dans le CV parce que peut-être qu'on n'a jamais eu d'expérience associative, peut-être qu'on n'a pas fait beaucoup de petits jobs avant. Et en réalité, on a tous plein de choses qui nous définissent, que ce soit les activités extrascolaires qu'on a eu fait au fil de sa vie, y compris tout petit. Enfin, il n'y a absolument rien de honteux à dire que pendant 6 ans, on a fait de la GRS comme un dingue et puis qu'à un moment, on s'est blessé et que jamais on ira au JO en GRS. Enfin, voilà, il y a des tonnes de trucs comme ça. Chacun d'entre nous avons des choses à dire, et y compris au tout début de la recherche, dans les premières expériences de recherche d'expérience professionnelle, on a des choses à mentionner sur le CV. Alors évidemment, plus on grandit, plus on a de trucs à raconter. Mais c'est important. Mais c'est un bel exercice d'ailleurs de se poser la question à un moment, voilà, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Autrement dit, qu'est-ce que je fais de bien dans ma vie? Et alors, en général, vous, mais c'est tout le monde, est trop modeste. Non, ça, bon, oui, je fais, mais bon.
Mais là derrière, il y a souvent plein de choses qui peuvent être très intéressantes et valorisantes dont on n'ose pas parler. Donc ce travail d'introspection n'est pas inintéressant. Et après, il faut le placer, faut le développer, le vendre. Et puis c'est tellement plus excitant pour un recruteur que d'avoir quelqu'un en face qui vous dit oui, alors moi mon principal défaut c'est d'être perfectionniste. Donc bah, faut arrêter avec ça. C'est tellement plus intéressant d'avoir un témoignage d'un truc qui s'est vraiment passé dans la vie, où on a réussi alors que c'était super compliqué, où on a échoué alors qu'on pensait avoir mis toutes les chances de son côté. Ça, enfin, c'est du bonheur en barre quand on est recruteur et voilà, je pense que Jean-Pierre et moi, on a fait beaucoup d'entretiens, mais on n'a pas forcément passé toutes nos journées à faire des entretiens comme le font certains recruteurs ou recruteuses. Et si vous voulez que le recruteur ou la recruteuse qui a fait 6 entretiens dans la journée se souvienne de vous, il va falloir qu'à un moment, vous lui ayez fait briller les yeux, etc., quoi. Donc, soyez le moins lisse possible, dans le respect de chacun et en toute politesse, bien sûr. Mais n'ayez pas peur, quoi. N'ayez pas peur de sortir du lot à partir du moment où c'est conforme à ce que vous avez vécu. Oui, parce que des sujets d'accroche comme ça, c'est comme ça. Enfin, comment se passe un recrutement après les entretiens? Il y a une petite équipe là qui se réunit. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on sélectionne dans les CV? Et quand on arrive à faire dire, ah bah oui, tiens, c'est la fille qui était présidente, machin, c'est le gars qui a organisé le gala, etc., ça identifie la personne et tout de suite, ça donne un plus. Un petit point complémentaire qui est pas directement dans notre sujet associatif, le même raisonnement peut se faire aussi sur les rôles dans les projets. Comme dans la pédagogie des écoles, maintenant, il y a de plus en plus de projets, et c'est très bien. Moi, j'insiste sur le rôle que vous jouez dans les projets. Pouvoir mettre en évidence le sujet du projet, bon, oui, d'accord, ça peut être intéressant, mais en général, tout le monde s'en fout. Par contre, dans le projet, j'ai été en charge de tel pôle du projet, ou j'ai été le coordinateur, ou le je sais pas quoi. Ça peut être aussi important. Il ne faut pas hésiter à en parler, ou à le placer dans un entretien. Voilà, ça vous laisse sans voix? Vous avez des réactions? Ça vous rassure? Ça vous effraie? Moi, comme je dis, ça me rassure hein, de voir que c'est important et que c'est vachement valorisable et, euh, et valorisant, surtout pour les entreprises. Tant mieux. C'est très intéressant car en fait, je m'étais jamais fait cette réflexion de comment valoriser cet engagement et même est-ce que ça pouvait être réellement valorisé dans ce sens-là. Et donc, ça ouvre les yeux, j'ai envie de dire. C'est gentil, Alexis. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez Parce qu'après, on a 2, 3 messages à vous donner sur de prochaines rencontres. Mais d'abord, il faut qu'on soit sûr d'avoir répondu à toutes vos questions, vos angoisses, tout ça, tout ça. Bon, apparemment, c'est pas le cas. Alors, nos prochaines rencontres. C'est un petit peu la tournée de Johnny Hallyday, cette histoire. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Alors, on a une prochaine date de TAP. Donc, TAP, pour ceux qui ne sauraient pas encore, ce sont les témoignages d'alumni sur leur parcours professionnel. Le prochain, je suis en train de le mettre dans le chat en même temps que je parle, donc je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi. Bah non, on va faire autrement. Je vais le mettre dans le chat pendant que Jean-Pierre va nous dire quel est le prochain TAP, Jean-Pierre. Le prochain, c'est mardi, le 21. Mardi prochain, 21, 19h. Même horaire, même formule.
Et la thématique? Et la thématique, alors encore une fois, la thématique, pardon, voilà. La thématique. Attends, il est 20h15, hein, je suis excusé. A été choisi et priorisé par un groupe d'étudiants, hein, dont certains sont là. C'est la pression sur les ressources. Donc, vos générations, vous êtes encore plus sensibles que nous aux thématiques d'environnement et de ressources. Et donc, on va traiter ce sujet à travers 3 témoignages très différents, dans des domaines très, très différents, mais qui couvrent un aspect de ce thème-là. Et ça devrait amener 3 présentations et puis beaucoup de débats, on l'espère, autour de ces sujets. On aura donc d'une part un représentant d'ArcelorMittal qui va nous parler des ressources à la fois minières mais énergétiques, charbon, etc. C'est un vrai sujet et ArcelorMittal est en train d'investir des milliards sur le sujet. Donc voilà ce qui va nous être présenté par Patrick Genu. Ensuite, on a une personne qui va intervenir sur l'économie circulaire et qui travaille actuellement sur des projets, des activités de recyclage des matelas. Et donc, au-delà de ça, quid de l'économie circulaire dont on parle de plus en plus. Et puis, la troisième personne, Raphaël Citbon. ouais, qui, lui, travaille sur le sujet de transformation des véhicules à 2 roues motorisés thermiquement, la transformation à l'électrique, passage du thermique à l'électrique sur les 2 roues. Voilà, donc ce sont vraiment des sujets du moment et dont on parlera à l'évidence de plus en plus dans les mois et les années qui viennent. Voilà, donc ça c'est mardi prochain, 19h. Les invitations vont beaucoup circuler dans les jours qui viennent. Vous avez d'ailleurs, Laurence vient de mettre dans les commentaires les références. Donc on compte sur vous aussi pour relayer l'information auprès de l'ensemble des étudiants pour qu'un maximum de monde puisse participer à ça. Donc ça, c'est mardi prochain. Ensuite, on arrive au 1er avril, c'est pas une blague. Le 1er avril, il y a un événement pour nous, l'association des alumni, Centrale Lille Alumni, qui est l'Assemblée Générale. Alors, l'Assemblée Générale, il y a un côté assez formel avec vote de motion, etc. Ça, c'est grand classique, mais on veut réduire ça au strict minimum nécessaire. Et il y aura derrière un temps qui va être consacré au thème ingénieur et santé. Alors d'une part, par rapport au nouveau parcours de formation qui démarre à Centrale Lille, hein, ingénieur et santé, mais également vont intervenir 2 alumni qui travaillent dans ce domaine, qui vont pouvoir témoigner de leur parcours professionnel dans ce domaine. Donc on n'est plus sur le format AG, mais on est complètement dans l'esprit du TAP, témoignage des alumni sur leur parcours professionnel, tel qu'on va vous le proposer de manière régulière à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui était la première. Une précision d'ailleurs sur l'AG, il y aura à manger à l'arrivée pour le petit-déj et après la table ronde pour le déjeuner. Voilà. Ouais, tu sais trouver les bons arguments pour que les gens viennent. Voilà. Et je pense, Laurence, qu'il faut commenter aussi le fait qu'après l'AG, l'après-midi, on a une initiative importante. Oui. Alors ça sera un plus petit comité puisqu'on vise d'être une quinzaine, enfin 12-15. Certains autour du micro sont au courant. L'objectif, c'est de faire un atelier de travail avec
des étudiants des différents campus, quelles que soient les années, et aussi des tout jeunes diplômés. Et c'est un vrai atelier de travail tous ensemble pour s'interroger ou pour nous aider à nous interroger au sein de l'association sur comment mieux répondre à l'attente que vous avez, enfin, que vous avez ou que vous aurez quand vous serez jeune diplômé, et à l'attente que vous, voilà, que vous serez susceptible d'avoir vis-à-vis de l'association pour y trouver ce qui pourra vous convenir à ce moment-là. Voilà. Donc, on a évidemment des petites idées, nous tout seuls dans notre coin, mais le principe, c'est qu'on est plus malin à plusieurs cerveaux. Et du coup, on a besoin d'avoir des cerveaux qui ne soient pas que des cerveaux d'alumni. Donc, on a besoin de volontaires pour participer à un petit atelier qui va durer 1 heure et demie après le fameux buffet déjeunatoire. Donc, là aussi, n'hésitez pas à vous signaler pour nous dire, tiens, j'ai envie de participer, etc. Alors, par rapport à ça, Alexis, j'en parlais hier dans la call qu'on avait avec les équipes de l'IG2I. Pour nous, il est extrêmement important qu'il y ait un représentant de l'IG2I. Donc, ça serait super si tu pouvais te libérer, ou sinon, il faudrait que tu trouves quelqu'un qui puisse y participer. Il y a un programme qui va être sympa, et c'est l'occasion de découvrir physiquement comment tout ça se passe. Le matin comme l'après-midi, hein, les deux. Et Sarah, on n'en a pas encore parlé, mais c'est l'un des points que je vais aborder avec toi demain après-midi. Et Alexis aussi, bien sûr, on en reparle demain après-midi. Voilà, je vous mets dans la conversation aussi. Alexis avait ouvert son micro, tu voulais dire quelque Pardon, chose? vas-y. Non, c'était juste pour dire, bon, on en reparlera demain après-midi, mais personnellement, je pourrais pas y assister, mais normalement, mon vice-président pourra y assister. Ouais, super. Voilà, et je vous ai mis dans la conversation le lien pour s'inscrire à l'AG du 1er avril, parce que comme on y mange et qu'on y boit, mais surtout on y mange quand même, il faut qu'on soit en mesure de commander pour la bonne quantité de personnes. Donc là, il faut vraiment s'inscrire en amont, quoi, dès aujourd'hui, dès maintenant, dès le plus tôt possible. Voilà. Donc voilà pour le 1er avril. On passe ensuite, notez ça dans vos agendas déjà, mais on communiquera en temps voulu. Il y aura le 11 avril, on va traiter du thème entrepreneur. Donc il y a au moins 3 entrepreneurs, alumni, mais pas que Centrale, hein, d'ailleurs. On est en train de faire des démarches pour qu'il y ait l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre de l'IG2I et de l'ITEM présents et pouvant témoigner. Donc sur leur parcours d'entrepreneur, comment sont-ils arrivés là, et je pense que par rapport à certains qui pourraient avoir vaguement cette idée, ou qui n'ont pas du tout cette idée-là, mais qu'un tel témoignage pourrait faire germer dans leur tête, ça devrait être intéressant. Et il y a des choses en termes de parcours entrepreneurial qui sont assez étonnantes. Voilà, 11 avril, donc à 19h toujours. Et ensuite, le 23 mai, là, on va essayer de mettre en valeur des parcours atypiques, des gens qui ont eu qui se sont lancés dans des parcours professionnels improbables, quelquefois très décalés de l'idée qu'on se fait du métier d'ingénieur. Et là aussi, le but est d'ouvrir le champ des possibles. Finalement, s'il y a des gens qui ont des idées loufoques, pourquoi pas, et il y a moyen de faire carrière là autour. Donc 23 mai. Voilà, donc on a déjà une petite liste de rendez-vous assez touffue. Maintenant, n'hésitez pas à nous faire parvenir si vous avez des idées complémentaires de sujets. On en a déjà dressé une petite liste avec le groupe d'étudiants qui nous a aidés sur le sujet. Il en reste qu'on n'aura pas fini d'adresser, mais qui nous permettront de tenir les mois suivants. Mais voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre, donc faites-nous savoir quels seraient les angles. On a un potentiel d'alumni qui est juste phénoménal, avec des gens qui travaillent dans tous les domaines, avec des talents, avec des gens formidables de toutes les générations, issus des différents campus. Donc,
c'est un peu comme le Père Noël, quoi. Vous nous dites, tiens, on voudrait tel sujet, on va trouver. Voilà, en tout cas, c'est la mission qu'on s'est donnée avec Jean-Pierre. Donc, n'hésitez pas à formuler vos demandes. Voilà. Des questions par rapport à ce programme riche là dont on vient de parler? Non, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Super intéressant. Bon, merci pour le commentaire. Bon, on va peut-être lever la séance s'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. C'était chouette de passer ce moment avec vous. Et puis, on compte sur vous pour être présent mardi prochain et pour faire de la pub. Donc, on vous le rappelle, mardi prochain, ce sera sur la pression sur les ressources avec des gens passionnés d'économie circulaire, passionnés de sujets de décarbonation ou encore de sujets de transition du fait de la raréfaction des ressources. Donc, ça va être vraiment très, très chouette. Parlez-en autour de vous. Voilà, et vous êtes les bienvenus à l'Assemblée générale le 1er avril également. N'hésitez pas, hein. En général, c'est un truc, ouais, oh, qu'est-ce qu'on va aller faire là, etc. Non, là, il y a des vrais sujets et c'est un vrai lieu d'échange. Donc, vous serez plus que les bienvenus. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour tout ça. Ça a été hyper intéressant. Merci Ouais, à vous. merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. vous, bonne soirée. Bonne Allez, soirée. Bonne soirée. bonne soirée tout le Bonne monde. soirée. Voilà.